Ma mère m'a supplié de signer l'abandon de la maison familiale ou pour la paix. 3 heures plus tard, j'ai trouvé dans le vieux buffet de mon père un testament qui prouvait qu'elle me mentait depuis le début. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, et je travaille comme conducteur de travaux pour une petite entreprise de rénovation à côté de Tours. Depuis quelques mois, je vis dans un appartement de 2 pièces assez mal isolé, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, avec un radiateur qui claque la nuit et une cafetière italienne que je refuse de jeter même si elle fuit un peu. Mon quotidien n'a rien d'extraordinaire, chantier le matin, devis le soir, course au supermarché du coin quand je rentre trop tard, linge qui sèche près de la fenêtre parce que la buanderie commune est toujours en panne. Dans ma famille, on m'a toujours présenté comme celui qui s'en sortira tout seul, contrairement à mon frère Hugo. Lui, quand il avait un problème, traversait une période difficile. Moi, quand j'en avais un, j'étais assez grand pour gérer. Il a 4 ans de plus que moi, une façon impeccable de porter les chemises bleu clair et cette capacité irritante à parler comme s'il venait de sortir d'une réunion importante, même quand il demandait à maman de lui avancer de l'argent pour son assurance auto. Mon père, Gérard, n'était pas un homme bavard. Il avait passé sa vie dans l'entretien des bâtiments communaux, puis a bricolé chez lui avec la patience d'un type qui préfère serrer une vis correctement plutôt que faire un discours. Avec moi, il parlait surtout de choses concrètes, une gouttière mal posée, une cloison qui travaillait, une infiltration à surveiller. Mais dans ces dernières années, quelque chose avait changé. Il m'appelait parfois le dimanche soir, pas longtemps, juste pour demander comment allait le boulot, si mon patron me payait bien mes heures, si je mangeais autre chose que des sandwichs de station-service. Il ne disait jamais « je m'inquiète pour toi », mais il retenait le nom de mes chantiers. Chez lui, c'était déjà beaucoup. La maison familiale se trouvait dans une petite commune à 20 minutes de Tours, une maison des années 60 avec des volets bleus qui coinçaient, une cuisine restée dans son jus, un couloir trop sombre et un jardin où mon père avait planté 3 pommiers qu'il taillait comme des bonsaïs. Hugo y avait vécu gratuitement pendant presque 4 ans après son divorce. Il y avait stocké ses cartons, installé son vélo d'appartement dans l'ancienne chambre d'amis, organisé des repas avec ses amis sans jamais vraiment demander. Moi, quand je passais aider mon père à purger un radiateur ou à changer une prise, j'avais parfois l'impression d'être invité dans une maison où j'avais pourtant grandi. Le jour de l'enterrement de mon père, il faisait un froid humide. Pas le grand froid net, celui qui coupe et qui réveille, mais ce froid gris qui colle au manteau noir et au visage fatigué. Après le cimetière, on est revenu à la maison. Des voisins avaient apporté des gâteaux, une cousine avait préparé du café dans des thermos, et personne ne buvait vraiment. Les gobelets en carton ramollissaient sur la table de la salle à manger. Ma mère, Mireille, recevait les condoléances avec un mouchoir serré dans la main, sans jamais s'en servir. Hugo, lui, regardait son téléphone entre 2 poignées de main. J'ai d'abord pensé qu'il prévenait des clients, ou son patron, ou je ne sais qui. Puis je l'ai vu échanger un regard avec ma mère près du buffet de la cuisine. Elle lui a murmuré quelque chose. Il a répondu à voix basse, trop vite. Dans ses mains, il avait déjà une pochette cartonnée. Je me suis approché. On verra ça plus tard, maman, ai-je dit. Elle a sursauté légèrement, comme si je l'avais surprise en train de fouiller dans un tiroir. Non, justement, Adrien. Il vaut mieux ne pas laisser traîner. J'ai regardé la pochette. Des feuilles imprimées dépassaient, avec des notes adhésives jaunes soigneusement alignées. Mon père n'était pas encore froid dans ma tête, ses chaussures de jardin étaient encore dans l'entrée, et ma mère parlait déjà de ne pas laisser traîner. Je n'ai rien répondu. Ce jour-là, je n'avais pas la force de discuter. J'ai aidé à ranger les tasses, j'ai raccompagné une tante jusqu'au portail, j'ai évité de regarder le fauteuil de mon père dans le salon. Le soir, en rentrant chez moi par le tramway puis le bus, j'ai reçu un message de ma mère. Passe demain à 18h. Il faut régler quelques détails pour la maison. Hugo sera là. J'ai fixé l'écran dans le TER qui me ramenait vers le centre de Tours. Quelques détails voulaient dire qu'ils avaient déjà décidé quelque chose. Le lendemain, j'ai posé ma veste de chantier sur une chaise de la cuisine familiale. La pièce sentait encore le café froid et le produit ménager au citron. Ma mère était assise à sa place habituelle, droite, les lèvres pincées. Hugo se tenait debout près de l'évier, comme un agent immobilier en visite. Sur la table, le dossier était ouvert. Les petites notes jaunes marquaient les endroits où je devais signer. Un stylo avait été posé devant moi, parfaitement parallèle au bord de la table. Adrien,
a commencé ma mère, avec cette voix douce qu'elle prenait quand elle s'apprêtait à me faire avaler quelque chose, ton père n'aurait pas voulu qu'on se déchire. Je me suis assis sans toucher au stylo. D'accord. De quoi on parle exactement? Hugo a pris une feuille. C'est simple. La maison coûte cher. Taxes foncières, assurance habitation, travaux, diagnostic, tout ça. Maman ne peut pas gérer seule. Et toi non plus, honnêtement. Honnêtement? Il a soupiré, comme si ma question confirmait son analyse. Il faut arrêter avec l'affectif, Adrien. Une maison, ça coûte. La toiture est à reprendre, le tableau électrique n'est pas aux normes, il y a de l'humidité dans le mur nord. On ne va pas faire semblant. Je connaissais la maison. Oui, la toiture avait besoin d'une révision, mais pas d'une reprise complète. Le tableau électrique était ancien, pas dangereux au point de paniquer un acheteur. L'humidité du mur nord venait surtout d'une descente d'eau pluviale fendue que mon père voulait remplacer au printemps. Des travaux, oui. Un gouffre, non. Et donc? Ma mère a avancé le dossier vers moi. Ton frère a trouvé une solution. Une vente rapide. Ça évitera les tensions, les frais, les disputes. Ce serait mieux que tu renonces à ta part ou que tu signes l'accord pour qu'Hugo puisse s'en occuper. Que Hugo puisse s'en occuper, ai-je répété. Hugo a posé ses deux mains sur le dossier. Je connais quelqu'un. Enfin, un acheteur potentiel. Il est prêt à prendre la maison en l'état. Sans nous embêter avec 3 agences et 20 visites. Il avait dit mon acheteur avant de se reprendre. Le mot était sorti trop naturellement. Un acheteur potentiel, déjà? Papa est mort hier. Ma mère a fermé les yeux, comme si ma phrase lui faisait physiquement mal. Ne sois pas cruel. Je pose une question. Hugo a pris le ton du grand frère raisonnable, celui qu'il utilisait depuis toujours quand il voulait me faire passer pour un gamin. Adrien, sois réaliste. Toi, tu n'as jamais voulu t'occuper de cette maison. J'ai ri sans le vouloir. Un rire court, sec. Je l'ai repeinte avec papa il y a 2 étés. J'ai changé la VMC de la salle de bain. J'ai réparé le portail. Tu as donné des coups de main. Ce n'est pas gérer un bien. Ma mère a posé sa main sur mon avant-bras. Ton père en avait parlé. Il voulait que les choses soient simples. Hugo a plus besoin de stabilité en ce moment. Toi, tu as ton travail, tu sais rebondir. Voilà. La phrase était arrivée. Toi, tu sais rebondir. Dans notre famille, c'était la formule magique pour justifier qu'on me demande de tomber sans matelas. J'ai pris le dossier. Je n'ai pas signé. J'ai lu les premières lignes, assez pour comprendre que ce n'était pas une simple formalité. Il y avait des références à la succession, à un accord de principe pour mise en vente, à ma renonciation à contester certaines dispositions. C'était rédigé proprement, mais ce n'était pas un papier qu'on signe sur une toile cirée entre une corbeille de pain et un pot de moutarde. Je vais consulter Maître Lenoir, ai-je dit. Le visage de ma mère a changé. Pas beaucoup. Juste assez. Sa bouche s'est durcie. Pourquoi faire? Parce que c'est le notaire chargé de la succession. Hugo a levé les yeux au ciel. Tu ne vas pas faire ton procédurier pour des murs humides et une toiture à refaire. Je ne dis pas non. Je dis que je ne signe rien aujourd'hui sur un coin de table. Le silence qui a suivi m'a presque soulagé. Pour la première fois depuis 2 jours, quelque chose ne se passait pas comme il l'avait prévu. Ma mère a retiré sa main de mon bras. Je ne reconnais plus mon fils. J'ai rangé les feuilles dans le dossier, calmement. Moi, je reconnais très bien la scène. Je suis parti avec la sensation étrange d'avoir commis une faute alors que je venais seulement de demander à lire un document. Dans la voiture, j'ai respiré longtemps avant de démarrer. La maison était derrière moi, les volets du salon fermés. J'ai pensé à mon père, à ses silences, à ses mains larges toujours abîmées par le bois, le ciment ou le froid. Je me suis demandé ce qu'il aurait dit. Peut-être rien. Peut-être qu'il aurait regardé le dossier, puis moi, puis le dossier encore, jusqu'à ce que je comprenne. Les messages ont commencé le lendemain matin à 7h12. Hugo m'a écrit, on ne veut pas te mettre la pression, mais maman n'a pas besoin de ça. Puis ma mère, après tout ce que ton père a vécu, tu pourrais faire un effort.
À midi, ma tante Sylvie, qui ne m'appelait jamais sauf pour me demander un dépannage informatique, a écrit dans le groupe familial, c'est dans les moments difficiles qu'on voit ceux qui pensent à la famille. J'ai posé mon téléphone face contre la table de la base vie du chantier. Mon collègue Karim m'a regardé par-dessus son sandwich. Succession? Ça se voit tant que ça. Tu as la tête d'un gars qui a reçu un message passif-agressif avec 3 petits points à la fin. Je n'ai pas répondu. Il avait raison. Pendant une semaine, ça a continué. Appel manqué de ma mère le soir, message d'Hugo à 6h45, phrase courte, culpabilisante, toujours emballée dans une fausse inquiétude. Papa serait déçu. Tu as toujours été susceptible. Tu sais très bien qu'Hugo ne fait pas ça pour lui. On veut juste éviter les complications. Je ne répondais presque pas. Quand je répondais, c'était toujours la même phrase, je veux que les choses soient faites correctement. Ça les rendait fous, parce qu'on ne peut pas facilement attaquer quelqu'un qui demande seulement la procédure. Le samedi suivant, j'ai accepté de revenir à la maison pour trier l'atelier de mon père. Ma mère a trouvé ça convenable, comme si elle m'accordait une permission morale. Hugo n'était pas là. Il avait, paraît-il, un rendez-vous important. L'atelier se trouvait derrière le garage, dans une petite pièce froide avec une fenêtre qui donnait sur le potager. En ouvrant la porte, j'ai reçu l'odeur de sueur, d'huile de machine et de poussière métallique en plein visage. Tout était rangé comme mon père l'avait laissé, boîte de vis étiquetée au feutre, vieux niveau à bulles, gants usés pliés près de l'établi, radio poussiéreuse branchée sur une multiprise qu'il aurait dû remplacer depuis longtemps. Même les clous tordus avaient leur peau. J'ai passé 1 heure à ouvrir des tiroirs, à reconnaître des outils, à revoir mon père penché sur une planche. Il avait une façon de travailler sans bruit, avec une concentration qui vous obligeait à vous calmer. Quand j'étais adolescent, je trouvais ça agaçant. Maintenant, je donnerais beaucoup pour entendre encore une fois son « tiens-moi ça 2 secondes » murmuré entre 2 coups de lime. C'est en cherchant les factures de toiture que j'ai remarqué l'absence du carnet bleu. Mon père notait tout dedans. Les dépenses, les rendez-vous, les numéros de plombier, les dates de taille des arbres, les litres de fioul, même les anniversaires. Il le posait toujours sur l'étagère au-dessus de l'établi, à côté d'une lampe frontale. À sa place, il y avait une trace rectangulaire sans poussière. J'ai appelé ma mère depuis l'atelier. Maman, il est tout le carnet bleu de papa. À l'autre bout, un silence bref. Quel carnet? Son carnet. Celui où il notait tout. Je ne vois pas. Il était toujours dans l'atelier. Elle a soupiré. Adrien, tu inventes des choses maintenant. Ton père avait des papiers partout. Justement non. Pas lui. Sa voix s'est refroidie. Ne commence pas à fouiller comme si on avait quelque chose à cacher. Je n'avais pas dit ça. Elle, oui. Après avoir raccroché, je suis resté devant l'étagère vide. Ce carnet ne prouvait rien, mais son absence disait quelque chose. Mon père rangeait même les rondelles par diamètre. Alors pourquoi ces papiers importants auraient disparu comme par hasard? En sortant prendre l'air, j'ai croisé Nadège, l'ancienne voisine de mes parents. Elle habitait la maison d'en face depuis avant ma naissance, une femme discrète, toujours avec un gilet trop fin pour la saison et une manière de parler comme si les murs avaient des oreilles. Elle tenait un sac de pain contre elle. Adrien, je suis contente de te voir. Bonjour Nadège. Elle a regardé derrière moi, vers les volets de la cuisine, puis a baissé la voix. Je ne veux pas créer d'histoire. C'est exactement la phrase qu'on dit avant d'en créer ou d'en révéler. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a serré son sac. Ton père n'était pas tranquille, les derniers mois. Il passait parfois devant chez moi en revenant du bus, en ville. Il disait qu'il avait des rendez-vous. Des rendez-vous médicaux? Non. Enfin, je ne crois pas. Il avait une enveloppe, souvent. Une fois, il m'a dit une phrase bizarre. Elle a hésité. Il a dit, s'il m'arrive quelque chose, Adrien comprendra en regardant là où personne ne regarde. J'ai senti mon estomac se contracter. Il a parlé de moi. Plusieurs fois. Il disait qu'il voulait te mettre à l'abri des histoires. Elle a levé les mains, comme pour s'excuser. Je n'ai pas voulu me mêler. Avec ta mère, tu sais comment elle est. Oui, je savais. Tout le monde savait, mais chacun appelait ça autrement, caractère,
fatigue, inquiétude, sens de la famille. Merci, ai-je dit. Nadège a hoché la tête, puis elle est rentrée chez elle presque vite. Le dimanche, ma mère a organisé un repas familial. Elle a insisté pour que je vienne. Il faut qu'on se parle normalement, avait-elle écrit. Normalement, chez nous, signifiait devant témoins, avec des reproches servis entre le fromage et le dessert. Il y avait ma tante Sylvie, son mari, Hugo, ma mère et moi. La nappe en toile cirée avait été ressortie, celle avec les motifs de citron. Un plat mijoté fumait au centre de la table. Ma mère avait cuisiné comme si la quantité de viande pouvait masquer l'hostilité. On a parlé météo, prix de l'essence, travaux dans le centre-ville, grève des bus. Puis Hugo a ramené la maison dans la conversation avec une précision trop étudiée. J'ai encore regardé les diagnostics. Franchement, plus on attend, plus on perd. Quel diagnostic, ai-je demandé. Il s'est arrêté une demi-seconde. Les estimations, je veux dire. Les diagnostics à prévoir. Tu vois très bien. Ma tante a posé sa fourchette. On ne va quand même pas sacrifier ton frère pour ton petit principe, Adrien. Quel sacrifice? Ma mère a eu un sourire triste. Hugo essaie de porter tout ça sur ses épaules. Toi, tu mets des obstacles. Hugo a baissé les yeux vers son assiette, parfaitement dans son rôle de fils courageux. Je ne demande rien pour moi. Cette phrase aurait presque été convaincante s'il n'avait pas déjà parlé de son acheteur. J'ai gardé mon calme. J'ai demandé combien coûtaient exactement les travaux. Hugo a donné des chiffres ronds, énormes, sans devis. 30 000 pour la toiture. 15 000 pour l'électricité. 10 000 pour l'humidité. J'ai corrigé doucement. Pour la toiture, sans sinistre et vu la surface, on n'est pas forcément sur une reprise complète. L'électricité, oui, il faut remettre au propre, mais pas à ce niveau. Et l'humidité vient surtout de la descente d'eau côté jardin. Il a serré sa serviette. Tu joues au malin parce que tu bosses dans les travaux. Non. Je fais mon métier. Ma mère a tapoté la table du bout des doigts. On ne parle pas de technique. On parle de famille. Justement. Dès qu'un fait précis les dérangeait, on revenait à la famille. Pendant le café, j'ai remarqué le vieux buffet de la cuisine. Il était là depuis toujours, massif, sombre, trop grand pour la pièce. Un meuble que tout le monde trouvait laid. Ma mère avait voulu s'en débarrasser plusieurs fois. Mon père avait toujours refusé. Pas celui-là, disait-il. Il reste. Je n'avais jamais compris. Ce buffet n'avait rien de précieux. Les poignées n'étaient même pas toutes identiques. Le tiroir du haut fermait mal, celui de droite frottait, et le bois avait gonflé près du sol. En regardant mieux, j'ai vu une poignée légèrement différente des autres, plus récente ou peut-être simplement remontée à l'envers. Puis j'ai baissé les yeux. Sur le parquet, devant le buffet, une lame portait des griffures fraîches, comme si quelqu'un avait essayé de le déplacer sans y parvenir. Mon père m'avait appris à regarder les détails qui ne collent pas. Une fissure qui change d'angle. Une tache d'humidité qui n'a pas la bonne forme. Une poignée remplacée sur un meuble que personne ne devait toucher. Après le repas, j'ai aidé à débarrasser. Ma mère a voulu me retenir dans la cuisine pour parler à cœur ouvert. Hugo a reçu un appel et s'est éloigné dans le jardin. J'ai entendu seulement, oui, je sais, avant la fin du mois, je gère. Quand il est revenu, il avait perdu son air tranquille. Je suis parti peu après, mais au lieu de rentrer chez moi, j'ai attendu 10 minutes dans ma voiture, au bout de la rue. Quand Hugo est parti à son tour et que les lumières du salon se sont éteintes, j'ai fait le tour par le garage. J'avais encore les clés que mon père m'avait données pour venir bricoler. Je ne venais pas voler quoi que ce soit. Je venais regarder là où personne ne regarde. La maison était silencieuse. La cuisine sentait le café réchauffé et le plat mijoté. J'ai allumé la lampe de mon téléphone et je me suis accroupi devant le buffet. Le bois a craqué quand j'ai tiré le tiroir du haut. Il s'est bloqué à mi-course, comme d'habitude. J'ai passé la main dessous, puis sur les côtés. Rien. J'ai retiré les torchons, les vieilles piles, les notices d'appareils qui n'existaient plus. Au fond, la planche sonnait différemment quand je la tapotais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai sorti mon couteau de chantier de ma poche,
celui que j'utilise pour ouvrir des sacs d'enduit, et j'ai cherché un jeu dans le bois. Il y avait une petite encoche, presque invisible, masquée par la poussière. En appuyant, une lame fine a bougé. Pas un mécanisme de film, pas un coffre secret spectaculaire. Juste un double fond bricolé par un homme patient, avec 2 tasseaux, une plaque mince et assez de précision pour que personne n'y pense. Le bois a craqué doucement. Dans l'espace étroit, il y avait une enveloppe Kraft coincée à plat. J'ai d'abord cru trouver des factures. Puis j'ai vu mon prénom écrit de la main de mon père. Adrien. Juste ça. Je suis resté immobile, accroupi dans la cuisine, avec la lampe de mon téléphone qui tremblait dans ma main. Ensuite, j'ai remis le tiroir comme il était, j'ai pris l'enveloppe et je suis sorti. Je n'ai pas pu la lire dans la maison. J'avais l'impression que les murs écoutaient encore ma mère. Dans ma voiture, la pluie a commencé à tomber sur le pare-brise. J'ai éteint le moteur. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre pliée en 3, une copie de testament, un reçu de courrier recommandé et une carte de visite d'une étude notariale de Tours que je ne connaissais pas. J'ai commencé par la lettre. Adrien. Si tu lis ça, c'est que je n'ai pas réussi à te le dire en face. J'ai eu tort de laisser ta mère décider qui avait besoin d'être protégée. J'ai eu tort de croire que les choses s'arrangeraient toutes seules. La maison ne doit pas servir à réparer les erreurs d'Hugo. Il a déjà reçu beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Je ne lui en veux pas seulement d'avoir demandé. Je m'en veux d'avoir cédé. Mais je refuse que ce soit encore toi qui paie le silence. J'ai pris des dispositions. Ta mère aura un droit d'usage encadré, le temps nécessaire, mais la maison ne devra pas être vendue pour couvrir les dettes de ton frère. J'ai envoyé les documents à l'étude. Je garde une copie ici parce que je ne suis plus sûr que ce que je laisse sur la table arrive jusqu'à toi. Regarde les dates. Ne te laisse pas presser. Fais vérifier par un notaire. Tu n'as pas à te justifier d'exister dans cette famille. Papa. Je n'ai pas pleuré tout de suite. C'est venu plus tard, par vagues, sans bruit, avec la pluie qui floutait les volets de la maison. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement le contenu. C'était l'écriture. Les lettres un peu penchées, les mots barrés proprement, la façon de souligner de regarde les dates. Mon père n'avait pas fait une déclaration d'amour. Il avait laissé un mode d'emploi. C'était sa manière à lui de me tenir l'épaule. La copie du testament portait une date plus récente que celle évoquée par ma mère. Elle indiquait que la nue propriété de la maison me revenait, avec un droit d'usage temporaire accordé à ma mère, encadré et conditionné à l'entretien du bien. Il était aussi mentionné que les donations antérieures faites à Hugo devaient être rapportées à la succession. Les mots étaient techniques, mais l'idée était claire, mon père avait essayé de verrouiller ce que ma mère et Hugo voulaient déverrouiller en douce. Le reçu de recommandé mentionnait une autre étude notariale, à Tours, avec une date 6 mois avant sa mort. Ma première envie a été d'appeler Hugo. De lui lire la lettre. De lui demander s'il dormait bien en m'accusant d'égoïsme alors qu'il essayait de vendre la maison avant même que les fleurs du cimetière fanent. J'ai même déverrouillé mon téléphone. Puis j'ai revu le stylo posé sur la table, les notes jaunes, les messages envoyés comme des coups d'épingle. Ils n'avaient pas improvisé. Si je les confrontais à chaud, ils auraient le temps de s'organiser, de faire disparaître autre chose, de me faire passer pour instable. Alors j'ai respiré. J'ai pris des photos de chaque document, recto verso. Je me les suis envoyés par email, puis sur mon espace de stockage. J'ai rangé les originaux dans une pochette plastique, pas chez moi tout de suite, mais dans le casier verrouillé de mon entreprise, celui où je gardais les plans de chantier et les clés temporaires des appartements en rénovation. Pour une fois, je n'allais pas me défendre avec des émotions. J'allais arriver avec des preuves. Le lundi matin, j'ai appelé l'étude de Maître Lenoir, le notaire chargé officiellement de la succession. Sa secrétaire m'a proposé un rendez-vous 8 jours plus tard. J'ai dit que j'avais découvert un document susceptible de modifier la succession. Le mot testament a accéléré les choses. On m'a rappelé l'après-midi. Maître Lenoir m'a reçu dans une salle sobre, avec une table claire, des dossiers cartonnés et cette odeur de papier qui vous rappelle qu'en France les drames familiaux finissent souvent par des photocopies. C'était un homme d'une 50aine d'années, lunettes fines, ton neutre, regard attentif sans être chaleureux. Je lui ai montré les copies. Il les a lues sans commentaire, puis il a posé la lettre à côté du testament. Monsieur,
Ce document ne ressemble pas à un brouillon. C'est valable? Je ne peux pas me prononcer définitivement à cet instant. Il faut vérifier l'existence de l'original et l'éventuel enregistrement. Mais la date est postérieure à celle des dispositions dont votre mère m'a parlé. Et le contenu est suffisamment précis pour imposer une suspension de toute démarche de vente. Ma mère ne vous a pas parlé de ça? Il a retiré ses lunettes. Votre mère et votre frère m'ont indiqué qu'il existait une volonté familiale de vendre rapidement. Ils ont évoqué des intentions verbales de votre père. Rien de plus. Des intentions verbales. C'est précisément pour cela que les écrits existent. Il a ensuite contacté l'étude mentionnée sur le reçu recommandé. 2 jours plus tard, il m'a confirmé qu'un acte avait bien été reçu, et qu'une vérification formelle était en cours. Il m'a conseillé de ne signer aucun document, de conserver soigneusement les éléments découverts, et de réunir la famille à son étude pour reprendre le dossier dans l'ordre. Il vaut mieux que cela se fasse ici, a-t-il dit. Pas dans une cuisine. Cette phrase m'a presque fait sourire. J'ai envoyé un message à ma mère et à Hugo dans le groupe familial. J'ai pris rendez-vous avec Maître Lenoir jeudi à 15h pour régler la question de la maison officiellement. Je serai là. Hugo a répondu en moins d'1 minute. Très bien. Enfin. Je bloque mon après-midi. Ma mère a ajouté, j'espère que tu viens avec un esprit apaisé. Je n'ai pas répondu. Le fait qu'Hugo puisse se libérer aussi vite confirmait ce que je soupçonnais, il attendait une échéance, pas une discussion. Le jeudi, je suis arrivé 10 minutes en avance. J'avais mis une chemise propre, pas pour eux, pour moi. Dans la salle d'attente, il y avait des magazines immobiliers, un porte-manteau chromé et un silence si épais qu'on entendait l'imprimante derrière l'accueil. Ma mère et Hugo sont arrivés ensemble. Hugo a posé ses clés de voiture sur la table basse avec un bruit sec. Ma mère serrait un mouchoir dans sa main, toujours sans l'utiliser. Adrien, a-t-elle dit d'un ton fragile. Maman. Hugo m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Sa paume était froide. On espère surtout que tu as retrouvé la raison, a-t-il murmuré. On va voir. Dans le bureau, Maître Lenoir nous a invités à nous asseoir. Ma mère s'est installée face à lui, Hugo à sa droite. Moi, j'ai pris la chaise près de la fenêtre. Le notaire a ouvert un dossier. Je vous propose de reprendre les éléments dans l'ordre. Hugo a hoché la tête avec impatience. Oui, parce qu'on a déjà perdu pas mal de temps. Maître Lenoir n'a pas relevé. À ce jour, aucune cession de la maison ne peut être engagée sans clarification complète de la succession. Ma mère a penché la tête. Maître, nous vous avons expliqué. Mon mari voulait éviter les conflits. Hugo est le plus à même de gérer. Adrien était d'accord sur le principe, il avait seulement besoin de réfléchir. Je l'ai regardée. Elle mentait avec une douceur impeccable. Pas un tremblement. Pas une hésitation. Hugo a enchaîné. On a un acheteur sérieux. Enfin, un contact. Il ne faut pas le perdre. La maison va se dégrader, les charges tombent, la taxe foncière ne va pas attendre. On essaie d'être responsable. Le notaire a tourné une page. Justement. Monsieur Adrien m'a transmis une pièce nouvelle. Le visage de ma mère s'est figé. Hugo a pivoté vers moi. J'ai sorti la copie du testament et la lettre de mon père. Je les ai posés sur le bureau, doucement, comme on pose un outil coupant. Je voudrais que vous confirmiez devant nous qu'il existe une version plus récente des volontés de papa. Le silence a été brutal. Pas un silence triste, pas un silence gêné. Un silence de mécanisme qui se bloque. Ma mère a été la première à parler. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai regardé. C'est drôle, maman. Tu ne demandes pas ce que c'est. Tu demandes où je l'ai trouvé. Elle a blêmi, puis s'est redressée. Ne joue pas avec les mots. Hugo a attrapé la copie du testament avant que le notaire ne l'arrête. C'est quoi ce délire? Tu as fouillé la maison. J'ai trouvé des papiers de papa. Tu as pris ces documents en cachette. Maître Lenoir a levé la main. Je vous demande de rester calme. Ces documents doivent être examinés, et l'existence d'une version plus récente a été signalée par une étude confrère. Hugo a lâché la feuille comme si elle l'avait brûlée.
Une étude confrère? Oui, a répondu le notaire. Un envoi recommandé a bien été identifié. La vérification de l'original est en cours. Ma mère a porté son mouchoir à sa bouche. Gérard n'était pas bien, à la fin. Il disait des choses. Il ne comprenait pas toujours les conséquences. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai gardée basse, sous contrôle. Il comprenait très bien les dates, les reçus recommandés et les doubles fonds. Hugo s'est tourné vers moi, les yeux durs. Tu fais ça juste pour me nuire. Je fais vérifier ce que papa a écrit. Tu ne sais pas gérer ce genre de dossier. Alors c'est pratique, on est chez un notaire. Maître Lenoir a repris la parole, toujours du même ton. Aucun document ne sera signé aujourd'hui si la succession comporte une pièce nouvelle. Par ailleurs, s'il existe déjà un compromis, une promesse de vente ou un engagement écrit avec un acquéreur, je dois en être informé immédiatement. Hugo n'a pas répondu. Il a regardé ma mère. Elle a regardé ses mains. Hugo, a demandé le notaire. Mon frère s'est levé à moitié. Ce n'est pas un compromis. C'est une entente. Rien d'officiel. Avec versement d'une somme? Non. Il avait répondu trop vite. Maître Lenoir l'a fixé. Monsieur, je vous rappelle que nous sommes dans un cadre successoral. Toute dissimulation complique votre situation juridique. Hugo a passé une main sur son visage. La façade du gestionnaire responsable s'est fissurée d'un coup. Il n'avait plus l'air d'un homme qui maîtrisait un dossier, mais d'un type coincé entre deux échéances. Tu comprends pas, m'a-t-il lancé. Si ça ne se fait pas maintenant, je perds tout. Ma mère a soufflé, Hugo. Mais c'était trop tard. Le notaire a gardé son stylo immobile au-dessus de son bloc. Vous perdez tout, à quel titre? Hugo s'est rassis lourdement. J'ai des engagements. Quels engagements, ai-je demandé. Il m'a fusillé du regard. Ça ne te regarde pas. Tu voulais vendre la maison de papa pour les régler. Donc si, un peu. Ma mère a repris sa voix de victime. Tu vas vraiment laisser ton frère dans cette situation? Après tout ce qu'il traverse? Les mots étaient les mêmes que dans ses messages. La même musique, le même vieux bouton sur lequel elle appuyait depuis des années. Quelle situation, ai-je demandé calmement. Un investissement raté? Des dettes? Un acheteur déjà prévenu? Dis-le clairement. Hugo a frappé la table du plat de la main. Pas assez fort pour faire tomber quoi que ce soit, assez pour que ma mère sursaute. J'ai mis de l'argent dans un restaurant franchisé avec 2 associés. Ça a mal tourné. Voilà. Tu es content? Je n'étais pas content. J'étais fatigué. Et papa? Il a détourné les yeux. Quoi, papa? Dans la lettre, mon père parlait d'argent déjà donné. Je n'avais pas prévu de la lire à voix haute. Je ne voulais pas transformer le bureau du notaire en théâtre. Mais Hugo venait de franchir lui-même la ligne. Combien il t'a donné? Ma mère s'est redressée. Adrien, ça suffit. Combien? Hugo a secoué la tête. Tu ne comprends rien. Combien? Le notaire n'a pas bougé. Hugo a fini par murmurer. 35 000. Puis 10 000 de plus. J'ai regardé ma mère. Elle n'a pas nié. Mon père avait réparé sa vieille tondeuse plutôt que d'en acheter une neuve. Il avait attendu les promotions pour changer le chauffe-eau. Il avait repoussé ses soins dentaires parce que ça pouvait attendre. Pendant ce temps-là, il donnait 45 000 € à Hugo et personne ne m'en disait rien. Ma mère a posé sa main sur son cœur. Ton père voulait l'aider. Et ensuite il a voulu protéger la maison. Il était influençable. Par qui? Moi? Je n'étais même pas au courant. Elle a eu un regard de haine très bref, presque aussitôt recouvert par les larmes. Tu préfères avoir raison plutôt qu'avoir une famille. J'ai senti quelque chose se détacher en moi. Pas dans un grand fracas. Plutôt comme une corde trop vieille qui cède enfin. Non. Je préfère arrêter de payer pour en avoir une. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Hugo fixait le sol. Maître Lenoir a replacé les documents dans le dossier. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit.
La vente est suspendue. Nous allons obtenir confirmation officielle de l'acte le plus récent et reprendre l'intégralité des éléments de la succession, y compris les donations antérieures mentionnées. Tant que la succession n'est pas clarifiée, aucune cession de la maison ne peut être engagée. Ma mère a murmuré. Mais je vis encore là. Le document évoque un droit d'usage temporaire encadré, a répondu le notaire. Il faudra en vérifier les modalités. Vous ne serez pas mise dehors demain matin. Mais vous ne pouvez pas disposer seul du bien si les droits de votre fils sont établis. Hugo a ramassé ses clés. Bravo, Adrien. Je n'ai rien dit. Il est sorti sans saluer personne. Ma mère est restée assise, pâle, le mouchoir chiffonné entre ses doigts. Avant de partir, elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Je ne reconnais plus mon fils. Cette fois, la phrase ne m'a presque rien fait. Tu l'as rarement regardé assez longtemps pour ça. Je ne l'ai pas dit fort. Je ne voulais pas gagner une réplique. Je voulais sortir de la pièce avec mon calme intact. Les semaines suivantes n'ont pas été simples, mais elles ont été nettes. L'étude de Tours a confirmé l'existence du testament plus récent. Maître Lenoir a repris le dossier. Les donations faites à Hugo ont été examinées. La vente qu'il avait préparée est tombée à l'eau. Il a dû expliquer à son acheteur que la maison n'était pas disponible, puis à ses associés ou à ses créanciers, je ne sais pas exactement, qu'il ne pourrait pas sortir l'argent avant la fin du mois. Je ne m'en suis pas mêlé. J'ai reçu 2 appels de lui, puis un message, tu ne mesures pas ce que tu as fait. J'ai répondu une seule fois, j'ai empêché une vente qui n'avait pas le droit d'avoir lieu. Après ça, silence. Ma mère a essayé d'autres portes. Elle a appelé ma tante, qui m'a laissé un message vocal de 3 minutes sur l'honneur d'une famille. Elle a écrit à Karim sur les réseaux sociaux, parce qu'elle avait trouvé son nom dans une vieille photo de chantier, pour lui demander de me dire d'être moins dur. Il m'a montré le message en levant les sourcils. Ta mère est motivée. Tu n'es pas obligé de répondre. Je comptais lui envoyer un devis pour médiation familiale, mais je vais m'abstenir. J'ai ri pour la première fois depuis longtemps. Un mois après la réunion chez le notaire, je suis retourné seul à la maison. Ma mère était partie quelques jours chez ma tante. Elle avait laissé les volets fermés, peut-être par habitude, peut-être par rancune. J'ai ouvert celui du salon en forçant un peu. Le bois a gémi, puis la lumière est entrée d'un coup, révélant la poussière sur les meubles, les traces des cadres décrochés, les marques plus claires sur le papier peint. Je ne me suis pas senti vainqueur. Je me suis senti à ma place, ce qui était différent. Dans la cuisine, le vieux buffet était toujours là. Le tiroir fermait encore mal. J'ai pris un tournevis dans ma caisse, j'ai démonté la poignée différente, j'ai ajusté une vis, puis j'ai remis le double fond correctement. Pas pour y cacher quoi que ce soit. Pour respecter le travail de mon père. Ensuite, j'ai fait le tour de la maison comme je l'aurais fait sur un chantier. J'ai noté les priorités, descente d'eau côté jardin, ventilation de la salle de bain, tableau électrique à moderniser, 2 fenêtres à reprendre, toiture à contrôler mais pas à dramatiser. J'ai demandé des devis à des artisans que je connaissais, pas à des copains prêts à gonfler ou baisser les prix pour me faire plaisir. Je voulais que tout soit propre. Pas parfait, propre. Le projet qui s'est dessiné avec Maître Lenoir était simple, garder la maison le temps de clarifier la succession, respecter le droit d'usage encadré de ma mère tant qu'il s'appliquait, puis rénover et louer légalement si les conditions étaient réunies. Pas de revanche. Pas de pancarte triomphale. Pas de grand discours dans le groupe familial. Juste des règles, des dates, des signatures au bon endroit. Ma mère m'a envoyé un dernier message un soir de pluie, alors que j'étais chez moi, dans mon appartement, à faire chauffer du café dans ma vieille cafetière italienne. Tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi. J'ai regardé la phrase longtemps. Avant, j'aurais écrit 3 paragraphes. J'aurais expliqué que je ne voulais pas lui faire du mal, que je voulais seulement comprendre, que papa avait laissé des documents, que Hugo avait menti, que moi aussi j'avais souffert. J'aurais essayé de produire la bonne combinaison de mots pour qu'elle me voie enfin. Cette fois, je n'ai rien répondu. J'ai archivé la conversation sans la supprimer. Pas par faiblesse. Parce que certaines preuves doivent rester accessibles, mais pas ouvertes toute la journée sous les yeux. Quelques jours plus tard, j'ai restauré une petite boîte à outils de mon père. Une boîte métallique rouge, cabossée sur un angle,
avec son nom écrit au marqueur à l'intérieur du couvercle. J'ai poncé la rouille, changé la poignée, huilé les charnières. Dans le fond, j'ai rangé la lettre de mon père, dans une pochette transparente. Je n'avais pas envie de la mettre dans un cadre. Ce n'était pas un trophée. C'était un outil, au fond. Un outil pour ne plus me laisser démonter par les mêmes phrases. Je ne parle presque plus à Hugo. La succession l'a obligé à exposer ce qu'il voulait garder flou. Il a dû assumer ses dettes sans transformer la maison en solution rapide. Il m'en veut, évidemment. Mais son ressentiment ne paie pas les taxes, ne répare pas les mensonges et ne change pas les dates sur un testament. Avec ma mère, c'est plus froid encore. Elle continue parfois à passer par d'autres pour me faire parvenir des reproches. Je réponds aux sujets administratifs, rien d'autre. Quand elle écrit pour la paix, je demande quel document faut-il signer. Quand elle parle de famille, je parle de rendez-vous chez le notaire. Ça paraît sec, mais c'est la seule langue qui l'empêche de déplacer les murs autour de moi. La maison, elle, tient debout. Les volets s'ouvrent mieux depuis que j'ai raboté les parties gonflées. Le mur nord sèche depuis que la descente d'eau a été remplacée. Dans l'atelier, les boîtes de vis sont toujours étiquetées. J'ai gardé la vieille radio, même si elle grésille plus qu'elle ne chante. Parfois, quand je passe après le travail, je m'assois sur le tabouret de mon père 5 minutes avant de repartir. Je ne lui parle pas à voix haute. Je regarde simplement l'établi, les traces de surincrustées, les outils alignés, et je comprends ce qu'il a essayé de faire avec ses moyens limités, laisser une preuve là où il savait que je regarderais. Je n'ai pas gagné une maison en arrachant quelque chose à ma famille. J'ai récupéré le droit de ne plus supplier qu'on me croie. Et ce droit-là, aucun papier posé sur une table de cuisine ne pourra plus me le faire signer à l'envers. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.